Je voudrais vous présenter une perspective sur les données de santé et la gouvernance citoyenne du numérique, en sachant que je vais beaucoup parler d'une nouvelle législation qui a été adoptée dernièrement, en avril dernier, et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2024, une législation sur les données de santé qui a beaucoup d'impact sur la manière dont on peut se rapproprier un pouvoir sur nos informations personnelles, notamment dans le domaine des soins, mais vous verrez plus largement ailleurs. Alors, j'ai préparé en effet une présentation. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'un regard sur les données de santé. Pensez que c'est comme une sous-section des données personnelles qui nous permet d'aborder la manière dont on peut se rapproprier un peu un contrôle sur leur utilisation, leur partage, à l'ère où on a l'impression quand même que les données ont été grandement partagées sur nous et souvent sans même savoir où elles se trouvent et ce qu'on en fait. Alors, c'est une réflexion que j'ai entamée il y a quand même plusieurs années, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine hospitalier, et plus largement sur des données d'éducation, des données de transport, les données des villes intelligentes. Et j'ai consigné quelques idées dans un petit essai, il est très court, qui a été publié cette année, en avril, aux presses de l'Université Laval, donc proche de vous, parce que moi, je suis à Montréal, et je donne quelques pistes pour montrer comment, à la fois à l'international, mais aussi au Canada, il existe des initiatives très porteuses pour permettre de redonner du pouvoir aux citoyens sur la manière dont leurs données sont utilisées, partagées ou au contraire gardées bien en lieu sûr. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler des données de santé en particulier, mais toujours avec le regard gouvernance citoyenne. Mais avant, je veux revenir un petit peu sur c'est quoi les données de santé. Et si on regarde la loi, il faut savoir que si vous regardez la loi 5 ou d'autres dispositions législatives au Québec, on parle de renseignement de santé. Vous savez aussi, quand on parle de données personnelles, bah, dans la loi, on parle de renseignement personnel. Alors, c'est quoi les renseignements de santé selon la loi? Si je vous résume un petit peu la nouvelle législation sur les renseignements de santé et de services sociaux, on l'appelle la loi 5. On dit que les renseignements de santé, c'est des renseignements personnels. Ça veut dire qu'ils se rapportent directement ou indirectement à une personne, un individu. D'accord? Ça peut être son numéro d'assurance sociale, un diagnostic, une adresse qui est associée à un diagnostic, etc. C'est des renseignements qui renseignent sur l'état de santé physique ou mental d'une personne. Donc ça, c'est assez intuitif. Et tous les soins, services et interventions qui concernent cet individu. Mais il faut savoir que dans la définition du gouvernement, il est indiqué que, en fait, le gouvernement peut spécifier qu'il y a un renseignement de santé, à peu près ce qu'il peut décider par décret. Donc, c'est assez large. Ça concerne à la fois des renseignements qui sont collectés dans le cadre de soins et services hospitaliers au public, mais ça va aussi vers les pharmacies, ça va aussi dans des données de santé des cliniques. Donc, c'est très, très, très large, mais ça regroupe quand même pas certaines données de santé qu'on estime être des données de santé, mais qui ne tombent pas dans la même loi. Pensez par exemple qu'il y aurait une montre intelligente qui collecte des informations sur mes déplacements, mon activité physique, mon activité cardiaque, respiratoire, etc., eh ben ça va pas rentrer dans la catégorie renseignement de santé. D'accord? Ça sera dans la catégorie renseignement personnel tout court. Bah, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut savoir que la loi, elle va pouvoir légiférer sur des choses qui sont contrôlables. Donc, on va dire que les entreprises qui font des applications numériques, un peu comme ça, portables, eh ben, c'est pas forcément si facile d'imposer des dispositions sur le partage ou l'accès, par exemple. Donc, et bien sûr, elles respectent la loi, mais pas la même. Donc ça nous dit, OK, donc il y a quand même une vision qui peut être assez euh, intentionnelle, directive sur la définition de renseignement de santé. Et dans la loi, c'est intéressant aussi, c'est qu'on dit qu'un renseignement de santé, il peut être anonymisé, d'accord? Donc soit il identifie directement une personne, soit il est anonymisé. Et donc dans ce cas-là, c'est plus un renseignement personnel. Il permettrait plus d'identifier une personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que justement, anonymiser, c'est de plus permettre de réidentifier, mais c'est aussi le montrer et le démontrer aux instances réglementaires, comme la Commission d'accès à l'information, ici la CAI, par l'utilisation des meilleures pratiques d'anonymisation, mais elles ne sont pas spécifiées dans la loi. Donc c'est souvent assez difficile de dire qu'une donnée de santé est totalement anonymisée, ce qui fait en sorte que maintenant, il y a plein de renseignements auxquels on applique beaucoup d'obligations, par exemple d'accès, de protection, etc. Même si, en fin de compte, il serait peut-être anonymisé, il se rapporte plus du tout à nous, on peut plus nous réidentifier. Alors pourquoi je vous parle de l'anonymisation? C'est parce que, en fait, dans la loi,
Quand un renseignement est anonymisé, c'est plus un renseignement personnel, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut en faire beaucoup plus de choses. Il y a moins d'implications en termes de protection de la vie privée, de la confidentialité, etc. Donc on pourrait se dire d'une certaine façon, les gens seront plus en confiance, si on utilise des renseignements anonymisés, puis on peut plus les retrouver dans les bases de données. Bon, ça, c'est un peu contre-intuitif par rapport au sondage qu'on fait avec la population. Parce que si pour les chercheurs, c'est très clair de dire, bah moi, j'utilise des renseignements anonymisés, donc je peux faire ça, 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 je peux me passer du consentement, par exemple. Pour les citoyens, c'est pas la même perception. Puis ça, on peut le voir à travers un sondage très intéressant qui a été conduit en Union européenne, parce qu'en Union européenne, ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent un espace européen des données de santé. European Health Data Space. Et avant même de le mettre en place, parce que vous imaginez que c'est quelque chose, de faire un espace entre plusieurs pays, eh bien, ils ont fait une initiative de consultation pour voir ce que les citoyens en pensaient. Puis suite à cette initiative, ils ont tiré plusieurs conclusions qui sont venues des sondages. Ils ont montré que même quand on anonymise des données, les gens, ils pensent toujours que ces données sont reliées à eux. Parce qu'en fait, ils sont une petite partie d'une statistique, d'une donnée agrégée. Et donc, ce qu'ils disent, les auteurs de ce rapport, c'est qu'en fait, les gens se sentent dans une relation avec les utilisateurs de leurs données. Ils se sentent en fait engagés dans une data relationship. Ça, c'est intéressant parce que à la fois les utilisateurs de données se diraient, bah, on anonymise, en fait, on rompt un peu le lien avec la personne d'où viennent les données, mais pour les citoyens, le lien perdure. Ce qui veut dire que les obligations des utilisateurs aussi. Donc, les citoyens veulent savoir ce qu'on fait de leurs données, même quand elles viennent à être anonymisées. Donc là, ça remet un peu en question l'a priori. OK, on anonymise, donc c'est plus des renseignements personnels, donc finalement il y a moins d'obligations. Bah non, parce que les gens attendent autant d'obligations de transparence, de sécurité, de reddition de comptes, etc. Donc ça, c'est une première donnée intéressante. Et ce qui vient aussi de ce rapport, c'est que dans cette relation de confiance dans les données, il y a beaucoup d'attentes de la part des citoyens, non seulement de la sécurité, protection de la vie privée, de la confidentialité, c'est ce qui est vraiment souvent mis en œuvre dans le cadre des réglementations, des législations, mais on voit aussi que les gens, ils attendent à autre chose. Ils attendent à ce que leurs données soient utilisées pour produire de la valeur. Prenons l'exemple du domaine de la santé, améliorer le système de santé, les soins, servir la recherche, l'innovation. Ils veulent aussi garder une espèce de possession et un contrôle sur les données, ce qu'on appelle le data ownership. Ils veulent aussi que les données, bah, elles soient partagées avec des personnes de confiance pour des utilisations collectives et aussi pour un bénéfice personnel, peut-être avoir une certaine rétribution sur l'usage de leurs données. Ils veulent être informés, éduqués, engagés dans les activités d'utilisation de leurs données et bien sûr qu'il y ait de la sécurité. Donc, eux, cette relation infinie avec le vide infini des données, bah, ils pensent que ça doit être un des piliers de l'espace européen des données de santé. Donc c'est assez intéressant. Puis la publication, je vous ai mis des liens pour que vous puissiez aller voir ça si ça vous intéresse. Mais les rapports sont très clairs parce qu'en fait, le but, c'était pas que c'est des spécialistes qui les lisent, c'est que en fait, toute personne intéressée par la question de l'engagement citoyen autour des données puisse finalement s'approprier les contenus qui émanent de ces sondages. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer à ce stade? À ma question, qu'est-ce que les données de santé selon moi? C'est que pour moi, c'est pas seulement des renseignements personnels, c'est-à-dire seulement des renseignements qui permettraient d'identifier directement une personne. En fait, ça peut même être des données anonymisées, mais pour moi, ça, c'est des données de santé encore qui doivent exiger une contrepartie pour leur utilisation, qui vient bénéficier à l'individu et à la société. Ces données de santé, c'est des parties de notre intimité, c'est des petits bouts de nous qui sont essaimés sur pas mal de plateformes en ligne ou sur des serveurs privés. Et c'est en fait des données qui nous mettent en relation avec plein de personnes qui sont impliquées dans leur gestion, leur curation, leur utilisation, leur partage. Et donc, il y a comme une chaîne qui se bâtit entre moi, qui suis la source de l'information, et toutes les personnes qui vont intervenir pour l'utiliser, la protéger, la partager, etc. Donc, j'aime bien le terme de data relationship, la relation aux données qui est mentionné dans le rapport européen. Il m'avait beaucoup inspiré, puis je pense que c'est vraiment été la pierre de fondation du livre que j'ai écrit. Je trouvais ce concept très fort. Puis après, il en est découlé beaucoup de choses, par exemple des obligations autour de l'utilisation des données. Mais alors, qu'attendent les gens finalement en matière de données de santé? Puis vous pouvez l'étendre à données personnelles, vous pouvez penser à données de services sociaux, données d'éducation, etc. Les gens, finalement, ils ont des attentes différentes du partage, ils ont un niveau de confiance différent selon les utilisateurs et utilisatrices des données. Puis je vais vous montrer des résultats de quelques sondages qui sont très intéressants. Rien de très très récent, mais ça vaut toujours la peine de se les remémorer. Alors, il faut savoir qu'au niveau canadien,
Il y a un organisme fédéral qui s'appelle Inforoute Santé du Canada. Je ne sais pas si vous en connaissez l'existence, mais ils ont comme mission centrale de soutenir les provinces et les territoires dans la numérisation de leur système de santé, et en particulier ce qui a trait à l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à faire parler des systèmes d'information et à mettre en commun des jeux de données, notamment médicales. Donc, Inforoute Santé du Canada, son organisme public, hein, même parapublic, ils conduisent des sondages très souvent auprès des professionnels de santé, mais aussi des patients ou des citoyens plus largement. Puis, on leur ont demandé en 2022 si ils acceptaient que leur renseignement personnel sur la santé, donc en fait c'est une traduction de Personal Health Information, mais pensez à données de santé, disait, mais accepteriez-vous que ces données soient partagées à des fins de recherche, à des fins d'innovation, etc. Donc une majorité de gens étaient en faveur, c'est-à-dire oui, j'accepte que mes données soient réutilisées, hein, pas seulement pour les soins, mais pour faciliter le diagnostic et le traitement, améliorer la performance du système de santé, accélérer la recherche, faciliter la santé de précision. Alors, c'est pas 90% des personnes, mais il faut savoir que les gens, on les met dans des scénarios très concrets, par exemple, lors d'un essai clinique ou en cas de Covid, pour qu'ils soient vraiment dans des situations qui soient pas trop théoriques. Puis après, on leur pose des questions, on vient sentir leur niveau de confort au partage des données. Alors ça, c'est une chose. Mais alors, les sondages sont intéressants parce qu'on leur demande pas seulement accepteriez-vous de partager, on leur dit mais à quelles conditions avez-vous confiance, d'accord? Donc, à quelles conditions donneriez-vous votre consentement au partage? Puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit se dessiner ce qu'on appelle les conditions à l'utilisation secondaire des renseignements de santé. Donc, c'est des conditions qui semblent hyper intuitives, comme bien sûr, j'accepte que mes données de santé soient partagées avec les chercheurs, mais il faut qu'elles soient bien anonymisées, il faut qu'elles soient bien sécurisées, entreposées en lieu sûr. Donc, on peut penser ça, c'est d'emblée. Mais vous voyez que les gens, ils demandent aussi à être informés sur les bénéfices tirés de l'utilisation de leurs données de santé, informés sur les risques afférents à une utilisation secondaire, au partage. Ils veulent savoir qui sont les utilisateurs de leurs données de santé, quelles sont les utilisations qui en sont faites, c'est quoi exactement les projets de recherche concernés. Ils demandent même à ce que les demandes d'accès à leurs données passent par un comité d'éthique neutre et indépendant qui puisse évaluer les demandes des chercheurs. Au Québec, vous savez que quand on ne donne pas son consentement ou quand un chercheur peut pas aller chercher le consentement de tout le monde pour réutiliser une base de données, maintenant il doit faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ça s'appelle une EFVP. En fait, c'est une espèce de vérification quand il n'a pas le consentement pour savoir qu'il va faire un bon usage valable et valide des données. Bon, bah ça, les citoyens, ils veulent qu'il y ait des garde-fous. Donc ça, c'est intéressant de voir comment c'est explicité dans les enquêtes. Puis, ils demandent même à ce que des amendes soient distribuées si les utilisateurs des données se comportent pas bien et ne répondent pas à leurs obligations. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'attentes. Alors, souvent, je différencie entre celles qui sont dans la loi, c'est-à-dire la sécurisation, la confidentialité, le comité d'éthique, etc. Et celles qui ne sont pas dans la loi, c'est-à-dire que c'est de l'éthique, dans le sens où c'est du droit mou, ça veut dire que les gens veulent savoir les bénéfices tirés de leurs données. Bah, ça, on le voit parfois dans les formulaires de consentement, mais je vous dirais, c'est la chose qui est la moins partagée au monde, dans le sens où, bien sûr, qu'un chercheur, il va dire à un patient dans le cas d'un essai clinique, vous savez, je vais utiliser vos données parce que je fais de la recherche en oncologie pour mieux traiter le cancer du sein, par exemple. Mais à quel point le patient qui a été engagé dans cet essai clinique, il va recevoir des résultats tirés du projet de recherche, qui va pouvoir comprendre au-delà d'une publication ou d'un lien vers un site internet. Donc, c'est quand même des choses qui ne sont pas des obligations déontologiques ou éthiques, mais sont des bonnes pratiques. Mais c'est quand même des attentes citoyennes. Alors, si on regarde du côté du Québec, il y a pas mal d'études qui sont menées autour de l'appétence ou l'aisance des gens à partager leurs données de santé. Mais ce qu'on voit, c'est que dans l'étude de l'École nationale d'administration publique, hein, l'ENAP, une étude conduite par Daniel Caron et ses collègues, on voit que les gens sont quand même assez favorables au partage de leurs renseignements de santé pour des fins de recherche, donc autour de 60%. Mais il y a quand même des gens défavorables, vous avez vu, hein, c'est quand même une population importante qui a des réserves. Mais alors, le constat le plus fascinant de cette recherche, c'est que les gens peuvent changer d'avis et qu'ils ont des visions différentes par rapport aux utilisateurs. Alors, commençons avec les visions différentes selon les utilisateurs. On voit que pour les chercheurs universitaires, les personnes sont plutôt favorables, ont moins de réserves au partage. Par exemple, vous voyez que le non, il est quand même très fort lorsqu'on dit acceptez-vous de partager vos renseignements de santé pour favoriser des intervenants à l'extérieur du réseau.
Donc là, on se dit, OK, c'est qui exactement? Et pour les entreprises privées, il y a aussi de la défiance, d'accord? Mais c'est beaucoup plus faible lorsqu'on parle des chercheurs universitaires, des professionnels de santé, etc. Donc il y a une grande confiance. C'est quand même pas 100% des gens qui disent oui, sans réserve, je partagerai avec des professionnels de santé ou des chercheurs. Mais je vous disais que le deuxième constat important de cette étude, c'est que les gens peuvent changer d'avis. Alors en effet, Daniel Caron et ses collègues, ce qu'ils ont vu, c'est que euh, il y a des personnes réfractaires, mais en fait, elles changent d'avis si les conditions à la confiance sont remplies. C'est-à-dire que s'ils sont mieux informés du bénéfice potentiel du partage, leurs points de vue sont pas si rigides. Très concrètement, ça veut dire que si une personne a dit non, moi, je veux pas partager mes données de santé pour la recherche, j'ai pas confiance, j'ai été hacké par des jardins, c'est des choses qui ressortent très, très, très fortement. Mais que là, le chercheur, ils disent, bon, est-ce que vous voulez que je vous informe sur la manière dont les chercheurs utilisent vos données? Puis, sachez que, par exemple, pour la COVID, grâce à vos informations de santé, on a pu développer des vaccins plus rapidement. Exemple, un scénario comme ça. Eh ben, les gens changent d'avis, ce qui fait en fait penser aux chercheurs, comme Daniel Caron, que le problème de l'attitude vis-à-vis des données de santé, c'est plus un enjeu d'information et de pratique de gestion de l'information sur les données. Donc, de la littératie, de la connaissance. Et ils voient que quand on informe les gens, en fait, ils sont 91,2% d'accord avec le partage de leur renseignement de santé. C'est quand même assez impressionnant. Donc, ce serait peut-être un déficit d'information qui serait à la source de la défiance. C'est pas seulement la seule cause, mais quand même. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'explications, de pédagogie. On n'écoute pas assez les gens dans leurs préoccupations et leurs doutes. En fait, il n'y a pas assez de dialogue. Ce que l'on voit avec d'autres enquêtes comme celle de Cyrano et de l'Obvia, l'Observatoire international sur les impacts de l'IA et du numérique, c'est des conclusions qui sont vraiment concomitantes à ce que je vous ai montré avec l'ENAP. Donc, les gens, ils ont un avis très positif sur les chercheurs universitaires, les professionnels de santé, beaucoup plus en confiance pour le partage de données, même dans le cadre d'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ça commence à devenir bien moindre lorsqu'on parle des gouvernements, lorsqu'on parle des petites moyennes entreprises. Et alors là, pour les GAFAM, vous voyez une grande majorité qui n'a pas du tout confiance. Bon, bien sûr, parce qu'il y a il y a beaucoup moins de transparence sur les utilisations. Et puis, on parle beaucoup d'utilisation lucrative d'emblée des données numériques. Ce qu'on voit par contre, c'est intéressant, c'est que on a plus confiance dans le domaine public, mais aussi on attend que les acteurs de la santé nous expliquent aussi et nous fournissent de l'information sur l'utilisation des données. Donc, en faire un peu des véhicules de la confiance. Donc, vous voyez, on pense par exemple que les professionnels, les chercheurs, les institutions gouvernementales protègent mieux les données, respectent le consentement, font preuve de transparence, développent des technologies au service de la population. Et sont en fait ces acteurs-ci qui ont un rôle déterminant dans les explications autour des données de santé. C'est vraiment la conclusion qui ressort du baromètre. Donc, ces personnes, ces acteurs en qui les citoyennes et les citoyens ont confiance, en fait, elles ont un rôle central à jouer pour l'explication des utilisations des données personnelles, en particulier des données de santé, peut-être de l'intelligence artificielle aussi. C'est comme la première ligne de la littératie en santé et de la littératie numérique. Et souvent, ils n'ont pas le temps, ils sont moins équipés, moins outillés pour la vulgarisation. Et pourtant, ils ont un rôle central pour bâtir ce qu'on appelle, dans le jargon, l'acceptabilité sociale de l'utilisation des données. En fait, c'est un espèce de contrat de confiance entre l'individu à la source de la donnée et toutes les personnes qui sont dans cette chaîne d'utilisation et de valorisation des données. Donc ça, c'est ma deuxième conclusion. Alors, la troisième voie, c'est de vous faire un petit peu un bréviaire rapide et très expliqué pour vous expliquer que je vous ai présenté les attentes citoyennes, mais finalement, comment la juridiction s'aligne avec ces attentes. Donc, les gens veulent des données plus sécurisées, veulent plus d'informations sur les risques, le bénéfice, les utilisateurs, les utilisations, plus de pouvoir sur l'utilisation de leurs données, et veulent être en interaction avec des acteurs de confiance pour leur expliquer. Mais finalement, où est-ce que la loi va répondre à ces attentes? Alors, je tiens à dire que je ne suis pas juriste, je n'ai aucune formation juridique, à part un court passage à la faculté de droit pour faire un post-doctorat, mais ça ne me donne pas la qualification d'interpréter la loi. Par contre, je vais vous donner quelques indications parce que c'est juste une information qui est centrale en tant que citoyen. Et puis vous, dans l'éditoire, il est important que vous le sachiez. Cette loi 5, la loi sur l'enseignement de santé, elle a été adoptée en avril dernier. Elle est entrée en vigueur déjà. Puis elle implique plusieurs choses très importantes pour le Québec.
qui vont un peu changer la manière dont les établissements de santé fonctionnent. Il y a Santé Québec qui fait son apparition. Vous savez, depuis le 1er décembre, tous les professionnels de santé sont des employés de Santé Québec, mais en parallèle, il y a cette loi 5 aussi qui vient rebattre un peu les cartes des données de santé. Alors, vous savez que cette loi, elle autorise la mise en place de ce qu'ils appellent un système national des dépôts des renseignements de santé. En fait, c'est comme une grande base de données pas centralisée, mais qui connecte les bases existantes et qui fait en sorte que toutes ces données doivent être rendues accessibles aux intervenants qui en ont besoin pour l'exercice de leurs tâches, de leur mission, les chercheurs, mais aussi bien les professionnels de santé. Puis, on estime que tout renseignement de santé qui s'inscrit dans un processus de remboursement par l'assurance maladie serait considéré comme pouvant faire partie de ce système national de dépôt. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le Québec a décidé d'adopter une solution qui s'appelle EPIC. En fait, c'est une solution de technologie d'entreprise américaine pour mettre en place le dossier santé numérique. Ça va être un grand dossier qui va être en fait ce système national de dépôt de données de santé qui va permettre à chaque professionnel autorisé d'avoir accès à toutes les données autour du patient. C'est dire en fait la donnée va suivre le patient plutôt qu'avoir des silos entre les hôpitaux où on a un dossier, un établissement. Ben là, on a un dossier unique puis il est accessible aux gens qui en ont besoin pour sauver des vies, pour pratiquer leur profession de façon autorisée. Alors ça, c'est très prometteur. C'est beaucoup d'argent, d'accord? Et ça va prendre plusieurs années. Ce qu'il y a aussi, c'est que la loi, elle change beaucoup les choses pour favoriser les utilisations secondaires des données pour les chercheurs notamment. Donc, par exemple, aujourd'hui, lorsque vous signez un formulaire de consentement comme patient, vous allez consentir pour un projet de recherche. Mais la loi, elle fait en sorte que maintenant, on peut consentir à l'utilisation de nos données pour des thématiques et des catégories de recherche, donc pas seulement un projet. Et aussi, l'utilisation facilitée, elle passe par ce qu'on appelle le consentement présumé. Ça veut dire que on va pas tout le temps vous demander votre consentement si vos données sont dans un hôpital pour qu'elles soient utilisées par des chercheurs publics liés aux hôpitaux. Par contre, vous pouvez choisir d'apposer un refus de consentement, un retrait de consentement, c'est-à-dire que vous refusez que vos données de santé soient utilisées pour des chercheurs, par exemple, du privé. Mais il y a quand même un consentement présumé, ça veut dire qu'on ne va pas toujours vous demander votre avis. Sachez que votre donnée, elle va circuler pour des utilisations que l'État juge bénéfiques, d'accord, pour certains utilisateurs. Puis ça, c'est important de le savoir, c'est peu communiqué, mais c'est quand même dans la loi. Euh, une autre chose, c'est qu'il y a des droits des patients qui sont réitérés à travers cette loi. Et droit très important, et puis là, je vous disais comment la loi répond aux attentes citoyennes en matière d'utilisation des données de santé en confiance. Puis c'est là que c'est important de les rappeler. Déjà, dans la loi, on dit que toute personne doit être informé de l'existence de renseignements de santé la concernant et doit y avoir accès gratuitement. Donc ça veut dire que vous avez été malade, je ne vous le souhaite pas, et vous voulez récupérer les données d'une clinique pour changer, bah vous devriez pouvoir savoir ce que cette clinique possède comme données sur vous et leur demander de récupérer ces données dans un format qui soit pas dinosaure, mais technologiquement moderne, gratuitement. D'accord? Vous devriez être informé du nom de toute personne ou groupement qui a utilisé vos données. Vous pourriez demander la rectification d'une donnée que vous avez jugée inexacte, incomplète ou équivoque. Et vous pourriez refuser l'accès, comme je vous disais, de vos données pour certaines finalités et certaines personnes. Je dis certaines parce que, je vous l'ai dit, il y a un consentement présumé pour certains utilisateurs. Donc, vous ne pouvez pas dire non à une utilisation secondaire par certains utilisateurs. Par contre, par exemple, vous avez été malade, en oncologie, vous voulez pas que vos données servent une utilisation secondaire, par exemple, par des chercheurs privés, même si c'est anonymisé. Vous pouvez aller remplir un formulaire sur le site internet du ministère de la Santé pour dire non, je ne veux pas, je retire mon consentement explicitement. Ça, c'est vraiment un droit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne quand même un pouvoir plus grand de contrôle sur l'utilisation de ces données aux patients et aux patientes. Mais c'est pas forcément suffisant encore, parce qu'il faut savoir que le Québec est un peu en retard dans la numérisation de son système de santé et dans la valorisation des données de santé. C'est pour ça que regarder un peu ce qui se fait au niveau canadien et international est très porteur, non seulement pour numériser le système, favoriser l'essor des données, leur qualité, leur réutilisation, par exemple, par l'intelligence artificielle, puisque je sais que c'est vraiment une thématique au centre de ce que fait l'idée de vos webinaires, mais c'est aussi des présentations internationales qui sont des inspirations internationales qui sont fortes en matière d'engagement citoyen autour des données. Donc, comment on informe mieux les patients, comment on leur permet d'exercer un pouvoir de contrôle plus fort sur leurs informations médicales. Donc, vous allez voir, je vais vous faire un petit tour d'horizon à présent qui nous permet de voir quelle route on pourrait emprunter pour la suite au Québec, puisque, comme je vous disais, il y a un désavantage d'être en retard.
Il y a quand même un avantage, c'est qu'on peut s'inspirer des meilleures pratiques des autres et aller peut-être éviter les erreurs qu'ils ont pu produire dans le passé. Alors, à côté de nous, en Ontario, ils ont un centre d'accès aux données de santé. Un truc qu'on essaye de mettre nous en place, mais c'est pas demain la veille, mais on a déjà quelques établissements qui vont faire l'office de centre d'accès aux données de santé pour le privé. Mais eux, ils ont un centre qui s'appelle ICIS. Ça fait déjà des décennies que ça existe là. Et c'est une infrastructure sécurisée qui donne accès aux données clinico-administratives, c'est des données de l'assurance maladie, des données de médicaments, imagerie, etc., aux chercheurs publics, mais aussi aux privés, ce qui n'est pas possible au Québec. Je ne sais pas si vous savez, mais un chercheur privé doit passer par un chercheur universitaire qui fait la recherche à ta place. Ça va changer avec la loi, mais pour l'instant, c'était comme ça. Et en fait, ce centre ICIS, il est très avancé pour l'accès aux données, hein. Il est rapide, c'est une question de 6 mois pour avoir accès aux données, hein. Mais surtout, il est très bon dans la transparence. Il produit des rapports avec des chiffres qui sont bien expliqués. Il a une infolettre. Et moi, je suis abonnée dans l'infolettre et parfois, dans cette infolettre, il propose des infographiques où il résume un projet de recherche qui s'est appuyé sur les données de ICIS, mais d'une façon hyper imagée, simplifiée pour que les patients se disent, ah oui, d'accord, on a utilisé des données de santé, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, là. C'est vraiment pour développer de nouvelles thérapies, pour aller investiguer des symptômes, pour développer des interventions plus efficaces. Donc, vous voyez, quand les citoyens voulaient être informés sur les bénéfices, bah, ça peut passer par ça. C'est très inspirant. En Alberta, c'est intéressant parce qu'en Alberta, ils ont mis en place un dossier santé numérique à travers la solution EPIC que justement le Québec a choisi d'adopter. Donc, c'est le pays vers lequel on a envie de se tourner pour voir comment on voudrait être. Puis eux, ils avaient déjà un dossier santé numérique pendant la pandémie et ils avaient déjà une application patient pour avoir accès à l'ensemble de ces données pendant la pandémie. Donc, c'est-à-dire que pendant que nous, on mettait en place un système, par exemple, de QR code, eux, ils avaient un dossier patient accessible sur cellulaire pour chaque individu avec ses résultats COVID, mais aussi d'autres résultats de santé. Ça s'appelle My Health Records. Donc, on croise les doigts, on touche du bois en espérant qu'on ait ça dans quelques années au Québec. Mais ça marchait bien. Puis comme c'est avec Epic, il y a une forte chance que c'est ce qu'on ait très prochainement. Dans tous les cas, c'est porteur parce que on peut non seulement donner aux gens accès à leurs données de santé, mais pendant que vous leur donnez accès à leurs données de santé, vous pouvez leur fournir de l'information complémentaire pour aller mieux se soigner, pour plus de contrôle aussi sur ces soins. Si on traverse l'Atlantique, on peut regarder en Finlande, où là, il y a vraiment un effort gouvernemental pour augmenter la littératie numérique de sa population. Puis il faut savoir qu'en Finlande, ils veulent non seulement que les gens sachent plus sur les données et plus confiance dans l'utilisation gouvernementale de leurs données, mais aussi sur l'intelligence artificielle. La Finlande, c'est le premier pays qui a mis en place une formation grand public pour sur l'intelligence artificielle. Au début, ils voulaient former 1% de leur population, puis ils ont formé 10% de la population. Alors, c'est comme une population, je crois que c'est autour de 9 millions d'habitants, mais peut-être que je dis des erreurs, c'est quand même pas très nombreux. Mais c'est quand même remarquable parce qu'à la fin, suivre un cours en ligne, on peut penser que c'est facile pour des étudiants, mais c'est beaucoup plus difficile pour des gens qui sont sortis de l'école, de l'emploi, etc. Puis apprendre sur l'IA, c'est un peu intimidant. Puis les gens se sont mis dedans et ça a vraiment accru le niveau de connaissance, de confiance dans ces technologies. Donc très porteur. Alors, en Finlande, pour revenir aux données, ils ont un centre d'accès aux données qui s'appelle FinData qui donne accès à la fois aux chercheurs et aux innovateurs, du public, du privé avec des cadres de confiance. Tout est en anglais, c'est très bien expliqué. Et ils ont associé à FinData un institut qui s'appelle Citra, qui fait des campagnes d'information grand public sur les données de santé. Alors, vous vous souvenez, je vous présentais l'espace européen des données de santé. Ben, en Finlande, ils ont décidé de faire des petites capsules vidéo pour que tout le monde comprenne en finlandais et en anglais ce que c'est cet espace européen, qu'est-ce que ça allait changer pour la vie des Finlandais, etc. Donc, c'est quand même très porteur. On peut se dire qu'au Québec, à chaque fois qu'on fait une loi, à chaque fois qu'on met en place un nouveau programme de financement sur l'IA, par exemple, on pourrait assortir ça de petites capsules d'explication pour les gens qui ne sont pas dans le domaine, mais qui s'y intéressent de près ou de loin. Donc, vous voyez, il y a plein de meilleures pratiques qui sont très inspirantes, je pense, pour notre province. Alors, au Royaume-Uni, ils ont un institut plus récent qui s'appelle HDR UK, donc Health Data Research UK. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un institut qui non seulement connecte les centres d'accès aux données à travers le Royaume-Uni, ce qui est un pays assez décentralisé en matière d'accès aux données de santé, mais en plus, c'est un institut qui essaye de bâtir des standards de bonne pratique entre les centres d'accès, les standards d'interopérabilité, de registre de projets de recherche, etc., mais aussi des standards d'information et d'engagement citoyen autour des données de santé. Et ils sont associés à un institut qui s'appelle l'Understanding Patient Data, UPD, qui est financé par le public,
UPD a la seule mission d'informer la population britannique sur les données de santé. C'est sa seule mission. Donc, ils font des infographies, des capsules vidéo en expliquant, OK, qu'est-ce que la donnée en oncologie? Qu'est-ce que la donnée pour un patient diabétique? Où est-ce qu'elle va? Quel est son parcours? C'est quoi l'utilisation primaire? C'est quoi l'utilisation secondaire, etc. Donc ça, c'est des vidéos qui sont libres de droit, qui sont traduisibles. Même au Canada anglophone, ils pourraient les utiliser. Nous, dans le milieu francophone, on pourrait les traduire gratuitement. Puis c'est quand même très porteur de voir comment, bien sûr, faire des vidéos, c'est une première étape, mais après s'assurer que les gens les regardent, s'engagent, posent des questions à leurs professionnels de santé, c'est une autre chose aussi essentielle. En France, finalement, il existe le Health Data Hub, c'est une plateforme européenne, plateforme française, pardon, des données de santé. Même, c'est un centre d'accès aux données, même chose qu'au Royaume-Uni, FinData, ce que je vous ai présenté. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la France a décidé de mettre des millions pour faire cette plateforme, ils ont créé d'emblée ce qu'ils ont appelé la direction citoyenne. Sa seule mission, cette direction citoyenne, c'était de favoriser l'information de la population en matière de données de santé pour créer de la confiance. Donc, les Français sont très défiants, je suis bien placée pour le dire. Donc, il y avait beaucoup de travail de vulgarisation, d'éducation. Et au début, cette direction citoyenne, c'était deux personnes. Je les connaissais personnellement, puis ils développaient des choses, mais c'était une toute petite équipe. Mais ils ont employé de plus en plus de gens, puis ils se sont associés à des organisations de patients pour créer des webinaires autour des données de santé, des initiatives de consultation dans les écoles infirmières, les écoles de pharmacologie, etc., pour engager les étudiants, pour aller mieux communiquer avec la population en matière de données de santé. Enfin, c'est quand même un succès de vulgarisation. Alors, bien sûr, ils en sont au début. On ne peut pas dire que tous les Français sont informés sur les données de santé, ni même sur l'existence du Health Data Hub. Mais ça commence. Disons ils y ont mis des investissements qui sont intéressants. Puis tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie numérique plus large, qui est très alimentée quand même. C'est au-delà de 30 millions d'euros. Et ils bâtissent tous les 4 ans une feuille de route qui leur permet de dire où est-ce qu'ils veulent aller en matière de santé numérique. Donc, si vous êtes vraiment curieux de ce domaine, vous travaillez vous-même dans la santé, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au site internet de l'Agence du numérique en santé, l'ANS, parce que il y a beaucoup de documentation très intéressante. Alors, une fois qu'on voit ces initiatives nationales et internationales, qu'est-ce que on peut faire au Québec? Qu'est-ce qui manque en fait de notre côté? Parce que je vous disais, la loi, elle impose beaucoup de choses généralement en matière de protection des données, sécurité, confidentialité, conditions pour l'utilisation, un usage primaire, secondaire, etc. Mais vous vous rappelez, mes attentes citoyennes, elles vont au-delà. Les gens, ils veulent être informés de leurs données de santé, ils veulent pouvoir s'engager, ils veulent pouvoir décider des utilisations, connaître les utilisateurs, limiter certaines utilisations, exercer un pouvoir de contrôle, etc. Donc, comment on répond à ça au-delà d'une loi, parce qu'on ne va pas commencer à l'incrémenter aujourd'hui, mais dans les meilleures pratiques. Alors moi, je vais vous parler un peu de ma situation personnelle. Vous vous souvenez de la loi 5, elle dit que chaque personne pourrait avoir accès à ses données de santé de façon gratuite, d'accord? Donc moi, j'ai fait un test. Je suis allée voir ma clinique d'ophtalmologiste. Donc vous avez vu, je suis myope, hein. Je leur ai dit, je veux avoir accès à mon dossier patient. Je veux non seulement les prescriptions qui m'ont été faites dans les 3 dernières années, mais je veux aussi pouvoir voir les notes de mon ophtalmo pour les transmettre à une autre clinique. Il se trouve que c'était une demande qui était valide parce que je voulais plus aller les voir. Puis là, on m'a dit, oui, on connaît très très bien Madame la loi 5. Ah ben, je dis, pas tant mieux. Mais sachez que vous allez avoir accès aux données de prescription de votre ophtalmo. Par contre, ces notes, bah, on va les scanner. Ça va coûter 10 dollars par scan, puis vous pouvez venir les chercher. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous considérez que des notes médicales sont des données de santé différentes, selon la loi, des données de prescription que je peux avoir accès gratuitement par courriel? Ah, c'est notre ordre professionnel qui nous permet de facturer pour un scan, etc. Donc, vous voyez, entre la loi qui dit que chaque citoyen a le droit d'avoir accès gratuitement et la mise en application, il y a comme un fossé, d'accord? Il y a des interprétations. Ça, c'est toujours le risque avec des législations, c'est l'interprétation que font les gens de la loi qui peut les éloigner de l'intention de la loi qui est de donner un pouvoir aux citoyens sur leur donner une information et la libre choix de récupérer leur dossier, de le transférer, etc. Donc ça, c'est mon expérience. En fait, ce qui veut dire que aujourd'hui, il y a un difficile accès tant qu'on n'aura pas encore une plateforme d'accès à nos données de santé qui connecte non seulement les hôpitaux, mais aussi les cliniques de première ligne, comme la clinique d'ophtalmologie. C'est quand même un obstacle, puis c'est la réalité. On passe une loi, mais il y a encore des obstacles. Alors, pensez que moi, c'était anodin, c'est ma vue. Mais quelqu'un qui veut se faire soigner en Ontario parce qu'il y a un traitement prometteur pour son cancer, va devoir récupérer tout aux archives médicales du Québec, d'un hôpital, éventuellement traduire soi-même, etc. Donc, c'est des coûts
qu'on n'envisage pas lorsqu'on passe juste une loi. Il y a quand même des meilleures pratiques à adopter et une sensibilisation à faire auprès des institutions. Donc, ce qu'il faut au début, la base, la pierre angulaire, c'est que tout le monde prenne conscience, d'accord? C'est quoi les données de santé, lesquelles sont à ma disposition, c'est quoi qui est collecté dans le cadre de mon parcours de soins, qu'est-ce que font les gens des données de santé, non seulement le médecin en face de moi, mais éventuellement un médecin spécialiste qui me dit qu'il est aussi chercheur, donc il fait des essais cliniques, c'est quoi la recherche sur les données de santé? Le F-Data Hub en France, il fait plein d'infographiques, et plutôt que de dire souvent usage secondaire des données de santé, vous voyez ici à droite, il le reformule pour que les gens comprennent, ils disent la seconde vie des données de santé. Je trouve que l'expression, elle est vraiment formidable parce que c'est comme on les fait renaître pour leur donner de la valeur dans le cadre de la recherche et l'innovation. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont inventé. C'est moins correct en termes peut-être juridiques, mais ça parle beaucoup plus à la conscience en se disant, il y a un cycle de vie, puis il y a différents individus qui font une utilisation différente, puis c'est pas la même donnée. Mon médecin me connaît, mais le chercheur, il s'en moque de savoir que c'est moi, d'accord? Il veut une donnée anonymisée, mais une donnée riche et de qualité. Donc ça doit s'expliquer, puis c'est pas facile à faire, c'est pour ça que les campagnes comme celle du FDATUB sont très porteuses. Deuxièmement, deuxième pilier, c'est consulter vraiment. Donc on informe, mais on demande aux gens ce qu'ils pensent. Puis en Union européenne, dans le cadre de l'espace européen de données de santé, ils ont lancé, il y a 2 ans, le débat des données. En fait, sur ce site internet, il y avait une explication qui parlait de l'histoire d'un personnage qui s'appelait Georges. Donc Georges était malade, et puis il lui arrivait telle ou telle chose, telle et telle donnée était collectée sur lui, puis il y avait telle ou telle utilisation, etc. Puis c'était un prétexte après pour dire aux gens, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes à l'aise de partager vos données? C'est quoi les conditions de la confiance, etc. Puis dans le cas de ce sondage qui a été conduit au Royaume-Uni, en Hollande et en France, il y a eu 5000 interventions en ligne. Puis de ces 5000 interventions, ils ont créé des rapports comme celui que je vous ai présenté au début de ma présentation. Donc, bien sûr, un débat en ligne a toutes ses limites. Vous imaginez qu'on ne rejoint pas toute la population, qu'il y a une espèce de biais de sélection. D'emblée, ce sont des gens plus à l'aise, avec des habiletés et de la littératie numérique supérieure. Mais c'est intéressant au moins de demander son avis à la population en vue de la mise en place d'un grand projet transnational. Donc, consultons davantage sur les données. Pensons pas d'emblée que les personnes ne sont pas intéressées ou ne veulent pas participer. Et puis, redonner du pouvoir, c'est aussi permettre aux gens de dire non. Puis ça, on a un peu de mal au Québec. On a tendance à même pas en parler. Aujourd'hui, sur le site internet du ministère de la Santé, vous avez un lien qui dit, si vous refusez que vos données de santé soient utilisées pour des utilisations secondaires qui sont autorisées par la loi, bah, vous pouvez remplir ce formulaire. Vous pouvez opter out. Vous pouvez refuser le consentement. Mais enfin, franchement, il faut le chercher, là, le formulaire, entre nous. Et puis, il n'y a pas une grande campagne d'information sur le opt-out. Mais au Royaume-Uni, ils l'ont fait. Ils ont dit, OK, on a une grande campagne, on va dire à tout le monde qu'ils ont le droit d'opter out. Donc, je fais un peu un anglicisme là, désolé, mais c'est pour vous expliquer un peu comment ça se passait. Et ils n'ont pas eu peur, ils ont dit, bon, bah, si les gens refusent, ils refusent. Mais au moins, la possibilité leur est donnée. Parce qu'on a toujours peur que les gens refusent, on se dit, on va pas avoir assez de données complètes, etc., pour faire de la recherche, de l'IA. Mais bon, c'est pire de pas dire aux gens qu'ils ont le droit de refuser, vous voyez? Donc, on leur a dit, bah voilà, il y a cette campagne-là. Ils ont fait un petit diagramme, ça c'est celui d'un centre de santé, mais il y en avait un autre dans le plan national. Puis on leur explique, ok, d'accord, si vous refusez, c'est telle conséquence. Vous serez toujours soigné, mais sachez que ces personnes n'auront pas accès, etc. On anonymise. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que on met les pieds dans le plat, on se dit, bon, c'est une clause, il y a un risque, il y a des gens qui seront défiants, mais ça ne veut pas dire que c'est la majorité. Puis autant le dire aux gens. Donc je pense qu'il faut... L'exercice du pouvoir, c'est le pouvoir de décider du oui. Je veux partager mes données pour telle utilisation bénéfique, mais c'est le pouvoir de dire non. Moi, je suis méfiant, moi, je veux pas que les gens accèdent mes données, mais il faut que je sache la conséquence. C'est-à-dire que si je limite la circulation de mes données de santé, bah, après, il faut savoir que ça peut porter préjudice à, par exemple, un urgentologue qui n'a pas accès à certains renseignements que j'ai pas voulu partager, etc. Ce qu'il faut, c'est que les gens sachent les conséquences de leur choix, mais qu'ils aient toujours le choix. Donc ça, c'est des bonnes pratiques qui, je pense, peuvent structurer des politiques intéressantes autour de l'information, autour des données de santé et de l'engagement. Là, je vous ai beaucoup parlé de santé et c'est vrai que l'intitulé de la présentation du webinaire était sur les données personnelles, mais je voulais au moins vous présenter un aspect plus concret de la manière dont on peut exercer un pouvoir plus grand sur l'utilisation de nos informations. Parce que c'est vrai que nos données personnelles sont très variées. On pense à des données du web qui vont sur les GAFAM, des données d'éducation, de santé, etc. Mais en abordant cela à travers une focale plus restreinte, il me semble que c'est plus concret sur ce qu'on peut faire en s'inspirant à la fois de ce qui se fait au Canada et à l'international pour avancer au Québec.